Andrea Andermann et Alberto Moravia ont voyagé ensemble partout dans le monde. Ils ont été en Mongolie, ils ont été en Afrique, ils ont été dans le Yémen, ils ont été en Chine, partout. Et 20 ans, 25 ans après ces longs voyages, Andrea a voulu nous offrir un très beau livre que vous allez pouvoir acheter ce soir dans l'Institut culturel, qui est consacré à ce voyage de la mémoire et surtout au voyage dans l'esprit d'un grand écrivain. Vous avez donc la possibilité, à travers ces pages, de revoir les photos que Andrea Andermann a réalisées pendant ses voyages et surtout de relire les textes que Moravia avait écrits pendant ses errances. C'est un très beau volume et je suis très heureuse de pouvoir le présenter ici. Et je remercie particulièrement Olivier Nora qui l'a publié et Daniel Sabatier-Sylvien qui a eu la gentillesse de le mettre en vente pour la librairie Galignani dont elle est la directrice. Le dialogue, le trilogue va se faire sans moi parce que je vais laisser la parole à René Dessecati et Dominique Fernandez qui sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont les amis et surtout les grands connaisseurs de Moravia et de tant d'autres auteurs italiens. Dominique Fernandez vient de publier un recueil de C, Les piétons à Rome, et René Dessecati vient de publier un très beau livre qui s'intitule Objet d'amour, et vous le trouvez également dans la petite table d'un autre côté de la salle. Donc je donne la parole volontiers, je passe le microphone volontiers à M. Dominique Fernandez pour qu'il puisse introduire avec Andrea cet ouvrage magnifique. La mode, comme vous savez, est aux écrivains voyageurs. Moi, je trouve cette formule stupide. On peut dire confiseur chocolatier ou boucher charcutier, parce que ce sont des professions complémentaires. Mais on est écrivain, on est voyageur. On est écrivain, on peut voyager. On voyage, on peut être écrivain, mais ça n'a absolument rien à voir. Chateaubriand est allé aux États-Unis, en Orient, c'est pas un écrivain voyageur. Flaubert est allé en Égypte. Alexandre Dumas est allé jusqu'en Géorgie. Stendhal a passé la moitié de sa vie en Italie. Ce ne sont pas des écrivains voyageurs. Et je crois qu'Alberto Moravia se serait inscrit le premier en faux contre cette étiquette. Parce que lui était un écrivain, point. Et puis il est arrivé de voyager, comme à vous tous, comme à nous tous. Alors je crois qu'il y a trois sortes d'écrivains qui voyagent. Il y a ceux qui cherchent l'exotisme, qui vont... je pense par exemple à Pierre Loti, qui va en Turquie, au Maroc, ou bien à Barès, qui va à Venise, à Tolède, ou André Suarez, qui va à Venise et à Florence, et qui font de la littérature sur les pays qu'ils visitent. Et même ils font du chichi exotique, je dirais. Ensuite, il y a les écrivains qui voyagent pour se dépersonnaliser, pour changer de peau, pour se perdre eux-mêmes et pour redevenir un autre. Nous avons Nicolas Vanier, par exemple, ou Bruce Chatwin, ou plus récemment, Sylvain Tesson. Et je crois que Georges Simenon, le grand romancier, les a raillés une fois pour toutes dans son roman qui s'appelle Touriste de banane, où il prend comme héros un bourgeois de La Rochelle, M. Oscar Donadieu, si je me souviens bien, qui lui en a marre de sa condition de bourgeois de La Rochelle, on comprend, et il décide de partir pour Tahiti, de s'installer à Tahiti pour revivre une nouvelle vie. Et puis naturellement, au bout d'une semaine, il reprend la vie qu'il avait à La Rochelle. Il est parti pour se déposséder, et qu'est-ce qu'il fait? Il se retrouve tout de suite. Et puis il y a une troisième catégorie, ce sont les voyageurs qui voyagent pour s'instruire, pour découvrir des pays neufs, pour s'instruire et pour instruire les autres de ce qu'ils ont découvert. Et là, je crois que c'est ça exactement ce qu'était Moravia. C'est un homme qui part avec, je pense,
un calepin, un cahier à la main, et qui observe. D'ailleurs, le mot « observons » revient tout le temps dans le livre, dans le récit des voyages en Mongolie, au Yémen et en Afrique noire. Il s'instruit, il observe, il regarde, il consigne ce qu'il a vu, sans faire de la littérature. Et ça, c'est spécialement notable dans les poèmes qu'il a écrits sur la Mongolie. Ce sont les premiers poèmes qu'il ait jamais écrits, les seuls d'ailleurs. Et ces poèmes, je crois que nous en dirons tout à l'heure, sont remarquablement prosaïques. Je ne veux pas dire qu'ils soient pas beaux, ils ont une beauté, mais une beauté de prosaïsme. Ce ne sont pas des poèmes littéraires, il ne fait pas de la poésie. Simplement, il exprime en vers ce qu'il a vu, mais c'est toujours le regard, l'observateur qui prime. Donc il ne part pas du tout pour faire de la littérature. C'est un écrivain qui a toujours été réaliste, solide, bien ancré dans son pays, dans son milieu. Et non plus, il ne part pas pour changer, pour devenir un autre que Moravia. Il est complètement Moravia, il le sait, il le reste, tant mieux d'ailleurs pour nous. Et simplement, c'est un œil qui se promène, qui enregistre et qui écrit ce qu'il voit. Moi, j'étais très sensible, surtout, le seul de ces pays que je connaisse, qui est le Yémen, où je suis allé. Et d'ailleurs, en passant, non seulement il observe, mais il s'est accompagné par un photographe, par André, hein, pour compléter en quelque sorte l'observation, pour vérifier ce qu'il a observé. Et dans ce très très bel album que vous allez découvrir, et au Yémen, alors cette séquence a une valeur particulière, parce que vous savez que le Yémen est en train, la ville de Sanaa en tout cas, est en train d'être détruite, hein, comme Palmyre, comme d'autres lieux, pour d'autres raisons, parce qu'il y a une guerre civile au Yémen, et c'était peut-être la plus belle ville du monde que Sanaa, à 2000 et plus d'altitude, des tours en terre colorées. C'était une chose extraordinaire. Il paraît que c'est la plus vieille ville du monde, qui est restée intacte depuis des millénaires et qui tombe en poussière. Donc c'est une valeur documentaire qui aurait plu, je crois, à Alberto. Parce que c'est du vrai, c'est du solide, c'est pas du fantaisie, c'est Sanaa, qui est une ville admirable. Alors au Yémen, il observe tout, les femmes voilées, les hommes dans les souks, le kat, c'est-à-dire de boules d'herbe que les hommes ont dans leurs joues, qui les déforment, qui imagent toute la journée. Il observe tout, et c'est comme un film, en quelque sorte. C'est une écriture cinéma qui passe, qui voit tout. Et vous savez que Moravia a écrit que Stendhal avait visité l'Italie comme si c'était l'Afrique. Je crois qu'on peut retourner la formule et dire que Moravia a visité la Mongolie, le Yémen, l'Afrique noire, enfin les pays qu'il a vus, comme si c'était l'Italie. Je vous remercie. Quand j'ai vu le livre de André Anderman et de Moravia, j'ai eu l'impression que c'était un livre d'une autre nature que les livres de voyage qu'il avait écrits jusque-là, puisque Moravia avait lui-même publié des livres qu'il considérait au fond comme ses propres, comme faisant partie intégrante de son œuvre. C'était d'un genre différent, d'un registre différent de ses romans, mais il les considérait quand même comme des livres à part entière, et qui sont donc les promenades africaines, à quelle tribu appartiens-tu, et les lettres du Sahara. Alors on se demande pourquoi certains articles, il les a mis à part, et parce qu'une partie du contenu de ce livre a été publiée dans le Corriere della Sera, et il ne les a pas retenus pour les mettre dans un livre. Il leur donnait donc un statut un peu différent. Et ce qui est très frappant dans le livre que vous avez fait, Andrea, c'est que c'est autre chose qu'un livre. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur des textes qui ont paru, effectivement, des articles de Moravia dans les différents pays qu'il a visités. Bon, c'est surtout ceux qui concernent la Mongolie, qui sont tout à fait nouveaux pour les lecteurs de Moravia, parce qu'ils ne figuraient absolument pas, il n'y avait aucun texte sur la Mongolie dans les livres de voyage, ils étaient tous consacrés à l'Afrique. Et à partir de ces textes, vous avez essayé de les faire vivre autrement.
non pas comme un texte qui accompagnerait un documentaire, ce que vous avez fait par ailleurs. Vous avez fait aussi un documentaire avec Moravia, Alcune Afriche, et où Moravia a fait le texte d'accompagnement, donc la voix que l'on entend. Ici, c'est autre chose, c'est un dialogue entre les images et la vision que Moravia avait de la réalité, une réalité qui, comme Dominique Ferrandez l'a dit, était étrangère, mais en même temps était très proche de lui, parce que Moravia ne cherchait jamais l'exotisme, en effet, pour l'exotisme, il essayait de se comprendre lui-même, et donc il continuait un dialogue depuis longtemps commencé pour se comprendre. Parce que cette histoire de voyage a commencé très très jeune dans la carrière de Moravia, puisque et la première fois qu'il a voyagé, en réalité, c'était pour fuir le fascisme. Il a voyagé tout à fait juste avant, d'ailleurs, d'avoir publié son premier roman, Les Indifférents. Et là, il est parti en France, en Angleterre, et puis un peu plus tard aux États-Unis, en Chine, etc. Donc au départ, c'était une fuite, le voyage, mais aussi pour maintenir la part intègre qu'il avait le sentiment, je pense, de devoir détruire sous le fascisme. Il sentait bien qu'il y avait une part de lui-même qui était atteinte par le fascisme, et il fallait qu'il trouve une autre liberté sous d'autres cieux. Et ce n'est pas pour autant qu'il était complètement positif sur les pays qu'il visitait. C'est ça qui était d'ailleurs très frappant, c'est-à-dire quand il est très critique, même quand il est en Angleterre, quand il est dans votre préface, Dominique, vous citez un texte assez drôle sur le Trocadéro en France. Il avait une position qui n'était pas d'émerveillement systématique, qu'il n'aura d'ailleurs jamais dans aucun domaine. Voilà. Alors moi, ce que je voudrais vous demander, Andrea, c'est vous êtes parti d'une richesse de matériaux gigantesques. Hein. Il y avait les films, il y avait énormément de photographies, et il y avait les textes de Moravia. Certains, donc, comme je l'ai dit, étaient connus pour les lecteurs qui lisaient tous les articles de Moravia, d'autres étaient complètement inconnus, dont les poèmes, bien sûr, les poèmes de Mongolie, et je crois qu'il y en a un qui est apparu dans la règle du jeu, mais c'est en France simplement. Et donc c'était tout à fait inconnu. Et vous aviez par ailleurs donc toutes vos photos que vous traitez en plus dans le livre, pas tout à fait comme des photos. Alors, avant tout, je dois contredire mon ami Dominique, je ne suis pas un photographe. Pas du tout. C'est une profession que je respecte beaucoup et qui a ses langages, sa technique et tout. Je suis simplement quelqu'un qui a l'habitude de prendre des notes en fonction de quelque chose qui, dans certains cas, allait devenir des notes de voyage, sous la forme audiovisuelle, comme on a fait en Afrique avec la série Quelques Afriques, comme on a fait 10 ans plus tard avec un film qui s'appelait Afrique où es-tu, où la musique et les caractères des personnages réels sur lesquels j'avais travaillé pendant des années, faisant des clics, des photos. Mais je ne suis pas un photographe, encore une fois. Donc, au service des notes futures, je prenais note avec la photo. Mais je dois souligner que chaque pas pendant ces 20 ans de voyage, qui sont en partie dans cette œuvre, c'est des pas que nous avons fait toujours, Moravia et moi, ensemble. Pas par pas, nuit par nuit, jour par jour. Il n'y a pas une seule ligne qui est dans ce texte qui ne soit pas vécue ensemble, dans une relation un peu particulière. C'est des voyages faits en grande partie en Afrique, mais 3 fois en Mongolie, 5 fois au Yémen et d'autres pays qui ne sont pas entrés dans ce volume. Et cette relation avec lui a été pendant plus de 20 ans une relation père et fils. Mais le fils, c'était lui, c'était pas moi. Il avait le double de mon âge et le double de la compagne de ma vie et de ses voyages. Donc, on était les parents. Rada qui est là, sait très bien qu'on l'a toujours eu comme l'enfant
qui avait envie d'avoir peur pendant les voyages, qui avait plusieurs envies et plusieurs peurs et terreurs. Et donc on était là pour le protéger. Et ces notes qui étaient prises pendant ces voyages en fonction des films, on avait un projet sur la Mongolie, qu'il a enchanté au point d'écrire pour la seule fois, comme on a dit, des poèmes. Ça a été un parcours parallèle, tout le temps, tout le temps. Et à un moment, nous sommes arrivés à conclure que peut-être, mais ça c'est 15 ans après qu'on avait fait le film, c'était le cas de commencer un projet éditorial. Donc ce projet que vous voyez là, la première maquette, elle est de 1984. Donc c'est un projet qui dure 31 ans. De Moravia Vivant, on a commencé à élaborer une maquette qui était un projet de 3 livres. La Mongolie, le Yémen et l'Afrique. Avec sa mort, en 90, j'ai décidé de tout arrêter. Pour des raisons personnelles, émotionnelles, je ne voulais absolument pas profiter de ça. Et d'autre part, c'était parce que je commençais à faire mes énormes opérations du visuel, musique classique et tout ça. Donc, ce matériel est resté là, mes milliers de photos sont restées là, et il y a 8 ans, repris ce projet. Donc ça fait 8 ans qu'on travaille sur cette maquette. Il y avait une première maquette italienne, une maquette suisse, deux maquettes françaises, et finalement, depuis 3 ans, on s'est dédié à cesellare, come si dice in francese? Ciseler, photo par photo, pour qu'elle ne soit pas une photo. Et ce travail a été fait jour par jour avec une fille qui est là, qui s'appelle Lucia, et qui a fait avec moi cette maquette. L'effort a été de ne jamais mettre une photo sur la page. Pour moi, la double page, c'est un écran. C'est quelque chose qui permet de projeter, de concentrer tant que possible, un instant. Et c'est ça un peu la différence entre, je crois, un magnifique livre de photos et un autre livre qui est autre chose. Et moi, je voudrais bien profiter, si René le permet, de demander à lui qu'est-ce que c'est, selon lui, cet objet. Moi, j'ai été frappé par une chose, en plus de la beauté visuelle et de la qualité extraordinaire des couleurs et de la profondeur des photos. Bon, vous avez fait un travail d'imprimerie incroyable, parce que il faut qu'il y ait une présence qui ne soit pas simplement documentaire et qui soit une vraie présence. Non, ce qui m'a frappé, c'est l'obsession du temps qu'il y avait chez Moravia. Moravia disait très souvent que quand on ne voyageait pas uniquement dans l'espace, mais on voyageait dans le temps. Et il disait, quand je vais en Afrique, il parle d'ailleurs très souvent de son enfance, quand il est en Afrique, il a l'impression de retourner vers sa mère. Il utilisait souvent cette image, et donc dans un temps très lointain, bien sûr, et il disait aussi que, bien sûr, l'Afrique avait un autre rapport à l'histoire que l'Europe. Ce qui était critiqué, d'ailleurs, idée qui était critiquée par beaucoup d'Africains. Mais c'était une chose à laquelle il tenait. Et alors, quand il écrit également en Mongolie ou au Yémen, il donne très souvent l'heure précise, c'est comme un journal. Et donc il faut que l'instant, en effet, soit très présent dans le livre lui-même. Comment faire en sorte que l'image, il faudrait montrer les images, bien entendu. On ira bientôt. On y arrivera. Comment l'image puisse ne pas être simplement un document ethnographique, ce qui est un très grand danger avec un livre sur l'Afrique, ou un document géographique, ou un document politique, mais soit un rapport extrêmement personnel que lui, écrivain, Moravia, avait avec la réalité. Et vous savez que Moravia, surtout à l'époque dont datent ces textes, avait un rapport très nihiliste
avec la réalité. Il avait l'impression, il a écrit un livre là-dessus, qui est L'ennui, qui est d'ailleurs le dernier grand roman, on peut dire, de Moravia, qui date à peu près de ce qui précède ces grandes périodes de voyage. L'ennui est l'histoire au départ, ça devait être l'histoire d'un reporter qui, voyageant, s'aperçoit que le monde n'existe pas, et il l'a transformé. Il y a une version entière qui est sous cette forme-là, et une deuxième version qui est celle qui a été publiée, où c'est un peintre qui, voyant la réalité, essaie de la représenter en image, il n'y arrive plus. C'est un peintre qui est frappé d'impuissance. Et je pense que, moi, en voyant ce livre, j'ai beaucoup pensé à ça. J'ai pensé au rapport que Moravia avait avec la réalité, qu'il essaie quand même d'encadrer, de posséder dans un livre, qui est le rêve de beaucoup d'écrivains, comment fixer la réalité dans l'écrit, dans le livre, mais en reconnaissant son échec, si on peut dire, et en se tournant vers vous, Andrea, et vers ses compagnons, pour qu'il y ait une autre présence du réel qui puisse accompagner, qui l'accompagne lui, et que lui puisse accompagner. Et bon, c'est évidemment triste que Moravia ne puisse pas voir ce livre dans cet état, parce qu'il aurait au fond vu une sorte de réponse à beaucoup de questions qu'il se posait sur la manière de capturer le réel, de capter le réel, d'avoir des visages. Dieu sait que Moravia a décrit dans ses romans l'approche des visages entre eux, par exemple, le désir, tout simplement. Et il faut trouver un équivalent aussi dans la photographie et dans la représentation que vous avez faite. Il y a énormément de portraits dans ce livre, et qui ne sont pas complètement de nature différente par rapport au paysage, par exemple. Vous traitez les visages et les paysages d'une manière assez similaire. Ça me fait grand plaisir parce que c'est exactement ce que j'ai essayé de faire. Le visage du paysage et le contraire, absolument. Mais avant de partager avec vous des images, comme ça on sera un peu moins abstrait, je voudrais pour l'instant encore continuer cette petite question sur qu'est-ce que c'est. Alors mon ami Alain Ramon, qui est là au fond, que je remercie d'être venu, m'a dit l'autre jour, si je ne me trompe pas, c'est un objet nomade, non identifié, chose que j'ai beaucoup aimée. Mais j'ai la chance d'avoir fait ce livre par la complicité personnelle et professionnelle qui m'a beaucoup soutenu, de monsieur qui est assis là devant moi, qui est Olivier Nora. Et grâce à lui, je peux continuer cet effort de faire quelque chose que dans mes intentions, c'était aller plus loin, aller ailleurs peut-être. Alors j'aimerais, Olivier, te demander, qu'est-ce que c'est pour toi, cet objet qui tu as suivi de près pendant tous ces mois? Je suis plutôt réservé en général sur les livres que nous publions. Là, j'ai d'autant moins de scrupules à vous dire à quel point j'ai été frappé par ce livre que je n'y ai pris aucune part. Souvent, il y a un dialogue entre des auteurs, des éditeurs. Il se trouve que la Maison de Grasset n'est pas une maison qui publie ce qu'on appelle des beaux livres. Et d'ailleurs, ce livre est plus et autre qu'un beau livre, mais enfin, c'est un très très beau livre. Et en fait, la rencontre s'est faite de la manière suivante. C'est presque une chaîne d'amitié, c'est-à-dire, vous avez vu comment c'est parti d'une amitié, en effet, filiale inversée, si j'ose dire. Ensuite, c'est mon ami Dominique qui m'a fait le plaisir de me faire rencontrer Andrea. Et notre première rencontre a consisté en une demi-heure où j'ai passé mon temps à lui expliquer les raisons pour lesquelles nous ne serions pas l'éditeur idéal pour un livre de cette nature. Donc je n'ai cessé de vouloir le convaincre d'aller le publier chez des gens compétents qui étaient capables de faire des beaux livres. Et puis, de manière assez subtile, plus je lui parlais, plus j'argumentais, plus il tournait les pages du livre. On me dit, oui, non, je comprends très bien que vous ne soyez pas le bon éditeur. Jetez un œil à la maquette, on pourra comme ça affiner les choses, regarder un peu qui serait le bon interlocuteur, et puis tourner les pages, et puis tourner les pages, et puis tourner les pages, plus j'étais en train de regretter les propos que je lui tenais, et puis on a fini par, si j'ose dire, toper, et c'est vrai que j'ai été à ce point séduit par la chose que,
quoique n'étant probablement pas le meilleur éditeur pour ce livre, et même étant probablement l'un des plus imprévisibles, je voulais ne pas passer à côté de cet objet. Alors, vous le verrez, j'espère que vous le lirez, j'espère que vous le feuilletterez, j'espère que vous l'achèterez, j'espère que vous l'offrirez, parce que c'est un livre feuilleté à la fois superficiellement extraordinairement séduisant, et vous verrez pourquoi et comment. On n'en a pas parlé encore, mais je pense qu'on le verra avec les images. Vous verrez que chaque partie et chaque période géographique a son propre mode de traitement, sa propre maquette, sa propre dominante chromatique. Mais vous verrez surtout comment Anderman, qui visiblement est un fou de musique, a conçu ce livre de manière opératique. Vous verrez que c'est une sorte de livre-opéra. J'en dis pas plus, peut-être que vous aurez l'occasion de vous exprimer là-dessus. Voilà, alors, je dirais chaîne d'amitié, désir d'ailleurs que je crois nous partageons tous, et puis que les événements récents nous font partager encore plus. Et pour moi, nostalgie d'un monde où, paradoxalement, alors que tout était supposé être plus loin et plus inaccessible, on pouvait au fond aller partout. Et ce qui me frappe avec cet univers qui est supposé être un monde globalisé et accessible, c'est que c'est un monde dont des compartiments qui se rétrécissent, mais qui aussi s'emprisonnent. C'est-à-dire qu'il y a des continents entiers, il y a des pays entiers, il y a des zones entières dans lesquelles on ne peut plus voyager. Et puis des zones entières qui, comme Dominique l'a dit, ont disparu, n'auront plus jamais le même visage. Donc il y a aussi la butte témoin d'un temps jadis où il y avait à la fois des écrivains assez curieux du monde pour voyager, même si en effet ils n'étaient pas écrivains voyageurs, ils se trouvaient écrivains, ils se trouvaient voyagers, et où ce monde était à la fois plus lointain, plus difficile d'accès du point de vue de la logistique, mais accessible et ouvert, ce que notre monde tend à ne plus être. Voilà. Donc pour moi, c'est un livre un peu miracle, et c'est au contraire Andrea qui m'en a fait cadeau, puisqu'encore une fois, c'est un livre d'obsessionnel total. Mais total. C'est-à-dire ce que les anglo-saxons appellent un control freak. Il n'y a pas une image, une couleur, un paragraphe, un mot qui n'ait été revu une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, et relu d'ailleurs par quelqu'un que je salue et qui est dans la pièce, Madame Agnès Nivière, qui elle aussi, 1 fois, 2 fois, 10 fois, s'est vue demander par Andrea, mais est-ce que c'est là qu'on met une virgule en français, mais comment est-ce que... Voilà. Donc, vous avez affaire à un livre de passion par un homme totalement obsessionnel et avec des textes. Alors, moi qui ne suis pas du tout un spécialiste de Moravia, j'ai beaucoup découvert aussi l'écrivain à travers ce livre, parce que là aussi, quand on dit beau livre, souvent ce sont des livres d'images, ce sont des livres dont on ne lit pas les textes. Et là, vous allez voir une circulation entre le texte et l'image qui est, à mon sens, tout à fait singulière. Voilà. Tout le projet est un peu plutôt francophone, si je peux dire. J'ai découvert à la fin que chaque chapitre qui commence avec une citation, ce n'est que des écrivains français. Donc, et Moravia était très français. Je me rappelle d'un dîner chez le vieux vrai Flammarion, dans les années 80, et au cours du dîner, M. Flammarion se rapproche de moi et me dit dans l'oreille, vous savez, votre ami Moravia, c'est l'écrivain plus français que j'ai dans ma maison d'édition. Et toute sa formation culturelle, toute sa lecture était très française. Alors, comme vous pouvez voir à la page suivante, l'index est justement avec quelques références musicales, qui est sûrement un langage que je fréquente, que je pense, que je produis, et que je pensais qu'ici, ça pouvait donner, avec les références musicales, un peu l'andamento, comment ça se déroule le livre, qui est partagé en 5 chapitres, un prélude avec
je ne vais pas vous lire ce que vous pouvez lire, un premier mouvement, un deuxième, un troisième, un rondo final. Donc, c'est la cadence de cette œuvre que Olivier a citée comme livre-opéra. Et peut-être René avait dit un peu livre-film aussi. Et c'est vrai que les deux métiers et passions sont là. On passe à l'image suivante. Donc c'était là, on était comme ça à l'époque. Et vous voyez tout de suite que la mise en page, je pense que Olivier l'avait déjà cité, a aussi une cadence graphique, toujours composée avec l'aide de Lucia, qui, selon moi, aide à rentrer dans ce mouvement. La prochaine photo, et voilà, on rentre en Mongolie. C'est ça la Mongolie. Comme disait Moravia, une goutte de lait, la Yurta, dans d'immenses vallées vertes, mais elle n'est verte que l'été, parce que c'est un pays permafrost, donc c'est 40 degrés sous zéro pendant une grosse partie de l'année, et là, en été, il y a l'explosion. Et de temps en temps, la chose qu'on voit, on est assis, on regarde le vide, et on commence à voir une colline blanche qui bouge. C'est des animaux avec un chevalier qui l'accompagne et qui se promène dans le pâturage. La prochaine photo, voilà, ça c'est le chapitre de la Mongolie. Et vous voyez qu'à nouveau, il y a cette présence des citations françaises. Et la Mongolie, c'est ça. Quand il y a une ville, c'est ça la Mongolie. Ça, c'est une ville plus grande. Et nous y étions dans les années 85 et 83, 88, plus ou moins, à plusieurs reprises. Et c'était un pays, peut-être vous le savez, c'était le deuxième pays socialiste au monde. Et quand ils se sont présentés à Lénine pour devenir révolutionnaire, il lui a dit non, restez, parce qu'on a besoin de la viande. C'est un pays où il y a, à l'époque, quand on y était, 2 millions d'habitants, et 35 millions de bétail, d'animaux. Mais 35 millions composés par un cheval ou une vache, et 150 chèvres font un. Donc c'est ça, le pays un peu plus grand du monde, qui est 7 fois l'Italie et qui est totalement vide. Dans le livre, il y a des noirs et blancs, comme vous voyez, et ça c'est la course, le Nadam, la fête nationale, qui se passe une fois par an, c'est une grande fête, où les enfants font des courses de 30 km comme ça. Le cheval et l'homme, c'est una cosa sola, comme on dit en italien, une seule chose en Mongolie. Et on marche beaucoup en Mongolie. Beaucoup. Alors il arrive à faire des kilomètres, et vous voyez, c'est ça toujours le paysage. Un magnifique vide autour. Ou, ce que je décrivais tout à l'heure. Alors, multiplier ça et tout est blanc, et c'est dans le ciel en Mongolie, que, comme dit Moravia aussi dans son texte, que la plus grande partie des choses se passe. Vous verrez qu'est-ce qu'il y a dans le ciel mongol. Là, on est devant une grande ville, donc il y avait peut-être 1000 habitants, au cœur de la Mongolie. Quand on y était, nous, on ne pouvait pas tellement être bouddhiste. Mais à Ulaanbaatar, il y avait quand même un temple. Évidemment, après 89, tout a changé. Nous, on était juste avant. Là, on est dans la banlieue de Ulaanbaatar. Donc, vous voyez que le paysage change un peu. Et voilà. Ça, c'est la chose devant laquelle vous êtes très souvent en Mongolie. Nuages partout, des orages presque toujours en distance. Là, on est vers le sud, on n'est pas loin de commencer à s'approcher du désert de Gobi. Et on est resté quelquefois, Moravia et moi, assis pendant des heures, et ce spectacle changeait tout le temps avec des vents assez puissants, et il y a des récits de nuages tout le temps dans le ciel. Et c'est pour ça que nous avons pensé un peu à faire aussi bouger le texte, comme vous voyez. Voilà, là, on est déjà beaucoup plus au sud,
donc vers le Gobi, et la chose qu'on trouve, c'est ça. C'est la yourta, les chevaux et une famille. Dans ce cas-là, puisqu'on était encore à une époque communiste, il y avait une anecdote assez amusante. On nous amène, Moravia et moi, et on nous amène dans sa yourta. Et on trouve un fil avec la collection intacte, complète de la Pravda. Un peu quelques soupçons que ce n'était pas tout à fait sa lecture. Et la nuit, quand on était là avec Rada et moi et Moravia, on a dormi dans la yourta, je me rappelle assez bien, et Moravia, quando uno russa, come si dice? Ronronne? Alors, ronflait assez fort, parce qu'en plus il était un peu sourd. Donc il ronflait, et à un moment, nous on n'arrivait pas à dormir, ma femme et moi, et j'ai commencé à faire, parce que ça fonctionne quelquefois, psst, psst. Un chat a répondu, qui était entre les deux parties de la tente. Évidemment, on l'a tout de suite appelé Gengis Khan. Et le lendemain, on a eu un chat comme ça qui avait 2 mois. Voilà, enfants partout. Il y a beaucoup d'enfants. Bon, il y avait au moins à l'époque. Je sais que maintenant les choses ont assez changé. Voilà. Je tiens beaucoup à cette relation, comme on disait avec René, du visage qui ressemble à un paysage, et je regardais à ça, et je regardais au paysage comme si c'était des visages. Et chaque paysage a son visage. Et c'est ça où je fais attention, parce que c'est vraiment une coïncidence purement, comment je peux dire, astrale. La bonne lumière, le bon visage, et c'est tout, c'est ça, c'est le clic qui compte. Évidemment, dans notre cas, il y a 20 ans de réflexion, disons 10, on a laissé de côté, et 10 pendant lequel on a fait cet effort d'utiliser la page pour l'imprégner de ce que je souhaite peut être un tentative de récit avec l'image. Alors là, on est devant le dernier des 23 poèmes qui sont dans le livre et qui sont qu'à la Mongolie. Et moi je voudrais, si Dominique peut le faire, prendre le livre, je voudrais vous lire. Je pense que tout le monde ici parle italien et français, pratiquement. D'accord. Alors, ça, ce sont dattiloscritto, manoscritto. J'ai toutes ces feuilles chez moi, et vous voyez, comme vous pouvez le lire, Viaggio in Mongolia. Sono andato in Mongolia perché avevo dei rubli in una banca a Mosca. Avevo dei rubli perché a 17 anni ho cominciato una mattina a scrivere gli indifferenti in un albergo di Bolzano. Così un dado gettato mezzo secolo fa è rotolato fino all'eroe rosso, che è Ulan Bator, l'eroe della Mongolia. Cioè Ulan Bator. Tutto avviene per caso, e anche il caso avviene per caso. Vi prego, non credete che io sia un intellettuale, un maître à penser, che va fino in Mongolia per vedere se il comunismo funziona, lì meglio o peggio che altrove. Sono invece uno che aveva dei rubli in una banca di Mosca e non sapeva come spenderli. Je suis allé en Mongolie parce que j'avais des roubles dans une banque à Moscou. Et j'avais des roubles parce que, à 17 ans, j'ai commencé un matin à écrire Les Indifférents dans un hôtel de Bolzano. Ainsi, un dé jeté il y a un demi-siècle a roulé jusqu'à Eros rouge, c'est-à-dire Ulan Bator. Tout arrive par hasard, ou le hasard arrive par hasard. Je vous prie de ne pas me croire un intellectuel, un maître à penser qui va jusqu'en Mongolie pour voir si le communisme fonctionne là-bas mieux ou pis qu'ailleurs. Je ne suis qu'un type qui avait des roubles dans une banque de Moscou et ne savait pas comment les dépenser. Là, c'est évident, on change de pays, de monde, presque de continent. On passe au Yémen. Et tant était le paysage, le fil rouge de la Mongolie dans notre livre, tant c'est les personnes, les visages et Sana,
le fil rouge de ce voyage au Yémen. Là, vous voyez les chapitres. Et encore une fois, je souligne cette présence des grands écrivains français qui m'ont beaucoup formé pendant mes périodes des études. Et vous voyez que la mise en page change totalement. Bon, ça, c'est un sujet du jour. On y va? Dans les rues de Sanaa. Alors, le livre est composé par des séquences. C'était comme si j'avais fait du montage cinématographique, de la post-production. Il y a toute une série de séquences des images, il y a des parties de texte où on peut suivre la voix de Moravia, et cette séquence dont vous voyez une photo, dans le livre il y en a plusieurs, c'est dans les rues de Sanaa un matin. Vous voyez l'architecture, c'est la Venise du désert comme on l'appelle, et vous voyez pourquoi on a composé le texte, on a mis en page le texte de cette façon. Et là, on est au marché de Sanaa. Sanaa, tout récemment, il y a quelques mois, a été bombardée et gravement blessée. Alors, vous voyez jusqu'à quel point j'ai essayé de pousser la photo, et dans ce travail que je fais avec Lucia, il y avait à côté un autre graphiste, on dit, non? Oui. Et qui est Davide Querin, qui, comme vous voyez, est aussi un peintre. Donc, on a travaillé avec elle et avec lui pour essayer, comme je disais tout à l'heure, d'imprimer la page, le plan cinématographique d'une présence évidemment esthétique, mais aussi une espèce de synthèse de ce qui est les centaines, milliers, dans le cas de Sanaa, personnages qui habitent le marché. Voilà. Et là, on monte dans les montagnes du nord du Yémen, un pays, bon, ça parle tout seul. Et les photos, il n'y a pas eu de tout une élaboration contre ce qu'elle était l'image à l'instant où j'ai cliqué l'appareil. Et elles ont été évidemment, comme vous voyez, bouffées, grignotées au bord pour que, comme quelqu'un m'a dit l'autre jour, elles rentrent et sortent mieux dans la page. Là, on commence à descendre de Sanaa vers le sud. À l'époque, le Yémen était partagé en deux, Yémen du Nord et Yémen du Sud. Le Nord, soi-disant, vers l'occidental et capitaliste, entre guillemets, et le Sud, totalement communiste. Et la religion, évidemment, avait son poids au Nord et au Sud, mais plus au Sud qu'au Nord. On est en voyageant en voiture vers le sud du Yémen. Donc là, on est en plein sud, c'est l'océan Indien, on est à Mukalla, on est à mi-chemin entre Aden et la frontière avec l'Oman. C'est de là, quand il y a eu les attaques récemment, qui sont sortis d'une prison 300 bandits. C'est bien à Mukalla. Là, on est rentré dans la plus fascinante partie du Yémen, qui est la vallée de Hadramaut. C'est une vallée de 600 km, le long de 600 km, mais qui est vraiment dans un terrain. On monte jusqu'à presque à 2000 mètres, après on descend. Et cette vallée-là s'appelle la vallée de l'œil, d'ailleurs. Et c'est l'équivalent de la Renaissance italienne au Yémen au XIIIe siècle. C'est-à-dire une culture très avancée, très cultivée. Et encore aujourd'hui, il y a toute une série de mosquées et des lieux d'études qui remontent à cette époque-là. Et évidemment, beaucoup de choses sont restées. Quand on y était, nous, en 85, il n'y avait pas de tourisme. Un voyage dans cette partie-là était extrêmement difficile. Il fallait faire 2 jours de voiture depuis Aden. Dans un de ce voyage en avion, de Sanaa à la capitale de cette partie-là, il y avait une hôtesse qui a beaucoup regardé Moravia. On l'a retrouvée à l'hôtel le lendemain matin, dans le même hôtel. Elle s'est approchée de moi et m'a dit: est-ce que vous pouvez dire à votre ami que je voudrais le marier?
textuellement. Je dis oui, absolument oui. Pourquoi? Parce qu'il a des cheveux blancs magnifiques. Là, on est dans une cérémonie en plein vallée de Hadramaut, et vous voyez bien que c'est assez spectaculaire. Alors, là, c'est un lieu unique au monde. C'est l'île qui s'appelle Socotra, c'est en plein océan Indien, à 1000 km au sud-est de Aden. Et c'est une ville qui c'est une île que pendant 6 mois de l'année est inapprochable à cause des monsons, on dit, i monsoni. Oui, et donc les habitants, les 30 000 habitants qui étaient là à l'époque, c'est un lieu militaire, c'était la base de sous-marins atomiques soviétiques. Donc on ne pouvait pas s'approcher. Mes relations souvent avec les autorités nous ont permis de prendre, comme je voulais toujours le faire avec Alberto, des grands risques dans le voyage. Mais c'était une organisation très précise qui amenait à nous laisser libres d'improviser. Et pour aller à Socotra, j'ai obtenu un avion militaire. On était les trois, Rada, ma femme, Alberto et moi. Et on arrive dans une ville, dans une île où pratiquement atterrissage, je veux dire, sur des cailloux. Et pour être fourni pendant les 6 mois, on ne peut pas s'approcher, ils jettent à l'eau des bidoni, c'est comme pour l'essence, pour les fournir. Il n'y a pas de vitres aux fenêtres, il n'y a que des pierres qui tiennent le bois, parce que le vent est si puissant. Et les gens, et comme vous voyez, il y a des plantes qui sont, il y a plus de 600 plantes, il y en a 3 ou 4 qui sont que à Socotra. Et il y a un arbre qui s'appelle le sangue di drago, sang du dragon, on peut dire, oui, c'est ça. Et c'est pas celui-là qu'il est très dangereux, parce que si vous le touchez, il sort un venin. Et naturellement, qu'est-ce qu'a fait Moravia? Entre soi-disant aéroport et soi-disant ville, pour des besoins physiologiques, il s'est éloigné un moment, et il a juste fait ça devant un arbre qu'il a touché. Et par chance, le chauffeur m'a crié, il ne faut pas qu'il touche, parce que c'est du venin, mais très dangereux. Donc on avait voyagé dans des mondes un peu exotiques, si on peut dire, dans ce sens. Alors, là, on passe à l'Afrique. Donc c'est le 3e chapitre. Tous nos voyages, Moravia et moi, ont démarré avec l'Afrique. Et là, vous me permettez un petit pas en arrière, tout cela est né à Paris pour moi. Quand j'étais étudiant à la Sorbonne, c'était les années 68, donc ça rappelle quelque chose. J'avais eu la chance d'avoir comme professeur pour le théâtre Bernard Dort, un autre monsieur qui s'appelait Roland Barthes, un autre monsieur qui s'appelait Claude Lévi-Strauss. Donc on était en bonne compagnie comme étudiant à 20 ans. Et j'ai commencé à travailler à Paris pour la première fois dans le spectacle, assistant d'un monsieur qui est actif encore aujourd'hui, qui s'appelle Franco Zeffirelli. Et la première opération à laquelle j'ai contribué comme assistant, c'était la Toscane, à l'Opéra de Paris, et la dame qui chantait s'appelait Maria Callas. Donc, comme on dit en italien, qui bien comincia a metà dell'opera, si on commence bien, on est déjà à metà de l'œuvre. Et ce moment-là, pendant mes études, j'ai acheté chez un bouquiniste, le long de la Seine, un livre de 1927, une des rares copies numérotées du voyage au Congo d'André Gide, avec les 66 images de Marc Allegret qui l'accompagnait, réalisateur, écrivain. Et donc moi je proposais à Moravia, 50 ans plus tard plus ou moins, de faire le même voyage. Et Gide avait dédié ce livre à Joseph Conrad pour Cœur de ténèbres. Et donc nous avons commencé à faire cette série, moi à prendre ces notes d'images à cause de ce projet et qui est devenu le premier de nos 20 ans de voyage. En Afrique, on a voyagé plus qu'ailleurs. Et voilà. Et ça, je pense que c'est valable encore aujourd'hui. On n'a jamais bien vu le monde. Si on n'a pas rêvé, c'est que l'on voyait. Et je pense que c'est un peu ça, l'effort que vous voyez dans cette composition. Donc vous voyez que là, à nouveau, la mise en page change. Il y a un leitmotiv visuel qui,
selon moi, s'adapte plus à l'Afrique. Et là, on part de Rimbaud. On commence par Rimbaud. Je pense que le renvoi entre la forme du texte et de l'image est assez clair. Là, on est devant quelque chose de magnifique et très dangereux, malgré son image sublime. C'est du jacinthe aquatique, qui n'est pas une plante africaine. C'est une plante qu'un missionnaire catholique a emportée du Brésil en Afrique. Au point que, il y a plus d'un siècle, au point que maintenant, beaucoup de rivières qui affluent dans le Congo, on ne peut plus naviguer parce qu'il y en a partout. Voilà, le Congo, c'est ça. À nouveau, le vide, l'immense, c'est ça qui nous a unis beaucoup, Moravia et moi, cette passion pour des paysages immenses, démesurés. Je cite souvent un metteur en scène que j'ai beaucoup aimé, dont j'ai construit le film qui s'appelle La Belgance. Et avec Francis Ford Coppola, on a reconstruit le film Napoléon, et Abel Gans disait « La démesure, c'est ma mesure. Je peux le prendre et en profiter. » Donc vous voyez la France comme elle est présente au Congo. Ça, c'est du bateau avec lequel nous remontions. On a fait 3 fois le fleuve Congo pendant des jours et des nuits. Et ça, c'est les villages le long du fleuve que nous avons remontés à plusieurs reprises. Et là, c'est le parcours entre Brazzaville, Kinshasa, vers Bangui. Et de Bangui, nous sommes après entrés à suite à des orages épouvantables. Et ils attachaient le bateau, qui ne rentre pas trop dans l'eau parce qu'il n'y a pas assez d'eau souvent, aux arbres pour essayer de ne pas se renverser. Et on est rentré dans la forêt pluviale africaine. Là, on est au cœur de l'Afrique. Là, spécifiquement, on est en Centrafrique. Et on a passé 2 jours magnifiques avec les Pygmées. Un peuple qui ne connaît pas le mot guerre, un peuple comme ça, et qui se promène et connaît la forêt. Et on a fait l'essai, nous, à 10 km de distance, ils entendent leur voix. C'est une cathédrale, la forêt. Et les Bantous, par contre, exploitent la forêt pour la préparer pour l'agriculture. Voilà, ça c'est les Pygmées, qui vivent dans des cabanes, une âge moyenne, moins de 30 ans. Je parle quand on y était, nous. Là, on monte, on est vers le Cameroun. On est dans le royaume de Reibouba, où on vit encore avec des costumes qui sont plutôt de notre Moyen-Âge, parce qu'ils avaient croisé dans le désert les croisades. Et il y avait encore à l'époque un monde comme ça. Et nous, on était reçus par le sultan, qu'une fois, à propos des anecdotes, quand il était invité de se rendre dans la capitale de la région qui s'appelle Ngaoundéré, il ne voulait pas y aller, ce n'était pas son territoire. Il a accepté, il devait accepter, il est arrivé, quelqu'un a mis de la terre, sa terre, sur le terrain. Il n'est pas descendu de sa terre. Et c'est comme ça qu'il a accepté. Ce monde-là, on l'a vécu avec Moravia. On était entouré une fois, agressé par une bande de babouins, exactement dans ce lieu-là. Voilà. Malheureusement, comme disait Olivier Nora, c'est des lieux où aujourd'hui on ne peut pas aller. Nous avons eu la chance de traverser le Sahara 2 fois. On a voyagé pendant 3 mois avec Moravia, qui le matin à 5 heures se présentait rasé, avec la cravate, élégant comme toujours, et qui nous chantait très souvent, comment se dit les filastrocche? Des comptines. Et Rada l'écoutait, donc on était avec l'enfant, comme je disais tout à l'heure, en plein Sahara. Voilà, des Touaregs, vous comprenez pourquoi on les appelle les hommes bleus. Là, on est monté encore plus haut, on est entre le Cameroun et le Tchad,
Et ça, on arrive à la fin du désert, on arrive à la fin du voyage dans le plein désert, en plein Sahara, où se termine ce parcours que vous avez vu, Mongolie, Yémen et Afrique. Et il y a quand même une exception dans mes citations, c'est cet ailleurs sur lequel aucune création n'est possible que nous cherchons. C'est un contemporain, un intéressant écrivain russe qui a écrit ce livre Éloge des voyages insensés. Et voilà, dans toutes les journées, comme disait, je crois, Dominique ou René, c'est comme ça qu'il prenait des notes. Tout le temps, et il élaborait après. Il en faisait des textes en partie, une petite partie en Corriere della Sera, et la grosse partie que vous avez vue là, les textes d'Afrique, sur l'Afrique, c'est pour notre film. Une partie du Yémen, c'est pour le livre élaboré à nouveau par Moravia. Et la première partie Mongolie, c'est totalement inédit, surtout pour la partie poème, comme nous avons vu. Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous avons construit ce livre, pour en finir, essayons d'élaborer même la matière, même le papier. On l'a fait faire exprès pour nous, à une grande cartiera, fabricant de papier, qui s'appelle Garda. Parce que je voulais un blanc qui ne soit pas trop blanc, une matière qui s'imprègne, mais pas, qui ne bouffe pas trop les couleurs. Donc, oui, c'est maniaque, c'est vrai. Donc, j'ai choisi de passer, plutôt que dans une grande, magnifique typographie qui aurait fait très industrielle, en 3-4 jours de livre, j'ai choisi une toute petite typographie à côté de Rome, à Ostie. Ça, c'est les pages de garde, voilà, à la fin du livre. Donc, on a passé là 8 semaines, jour par jour, pour essayer de donner aux pages le ton, la couleur qu'on avait élaboré. Imaginez-vous que c'est des photos qui sont des années 70 et 80. C'est les années dans lesquelles je voyageais avec Moravia. Donc, il s'agissait d'un travail artisanal, totalement artisanal. Et ce choix, j'en suis très content, a amené à un résultat que je crois qu'on ne pouvait pas obtenir ailleurs, parce que l'industrie n'a pas de temps pour faire des choses comme ça. Et comme quand on paye, on a le droit de dire je paye le temps nécessaire, je peux faire ça. La liberté coûte cher, mais je la sauvegarde. Et je suis ravi de ce choix, aussi pour une autre raison. Cette petite chienne de 6 mois nous a accompagnés tous les jours à l'imprimerie. Elle n'est pas de l'imprimerie, elle vivait dans un campement de Roumains à côté. Tous les jours, elle est venue, elle a appris, elle a suivi le travail. Elle est créditée au générique. Absolument. Et elle s'appelle évidemment Nerina, elle a 6 mois. Et le choix a été que, comme j'ai déjà une famille de 7 chattes sibériennes, c'est la dernière arrivée de la famille, Nerina. Je pense que pour rendre hommage à ces lieux qui m'est très cher, et nous y avons passé dans l'année 2000, ici, et l'hôtel en face, qui est l'ambassade d'Italie, nous y avons passé 3 mois pour faire un film qui est mon métier et qui était la mise en scène de la Traviata à Paris et qui est depuis ici pour le premier acte, depuis la mort de la reine à Versailles, le 2e acte, depuis le Petit Palais, le 3e acte, et une maison, un appartement dans l'île Saint-Louis. Nous avons retransmis ça dans 125 pays du monde avec les chanteurs qui chantaient dans les lieux et qui étaient vus dans le monde entier reliés à cette occasion. Et alors, pour remercier de l'hospitalité Madame Valencise et pour vous rappeler de ce moment-là, je vous demande de faire partir ce film. Viviamo negli eti colici
voluta, liviana dolci fremiti, che suscita l'amore, poiché quell'occhio altore onnipotente va. Liviamo, amore, amore fra i calici più caldi baci avrà. Voilà.